J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat, soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé, l'enseignement, pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+. Mesdames et messieurs, merci de nous faire confiance et bienvenue une fois de plus dans le compte de votre émission Débat 24+. Aujourd'hui, nous allons aborder l'actualité de la semaine. Il y a eu la nomination du Premier ministre, Madame Judith Ntuluka. On parlera d'elle. On parlera aussi, n'est-ce pas, de ce que la population quinoise attend, n'est-ce pas, de la justice congolaise après la mise à l'écart du candidat gouverneur pour la ville-province de Kinshasa, Deo Kassongo, et son colistier Guy Richard Malongo. Mais aussi, nous parlerons d'une grande réunion qui s'est tenue avant-hier, dans laquelle le gouverneur du Kasai central, qui est aussi candidat à sa propre succession, n'est-ce pas, a été présenté par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, aux élus de l'UDPS Mosaïque, n'est-ce pas? On va aborder, mesdames et messieurs, au cours de cette émission, toutes ces questions, n'est-ce pas, qui alimentent l'actualité nationale. Commençons par la nomination, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de Madame Judith Ntuluka, qui devient de façon historique le tout premier ministre femme à être nommé à cette fonction. Alors, beaucoup de gens m'ont demandé qu'est-ce que moi j'en pense en tant que quatrième pouvoir, en tant que journaliste politique, qu'est-ce que moi je pense par rapport à cette nomination. Il faut dire que ça n'a pas été facile pour le chef de l'État de procéder à la nomination du Premier ministre par rapport à ce que la Constitution lui reconnaît, les pouvoirs discrétionnaires du chef de l'État, ça c'est une chose. Mais deuxièmement, il faut dire que l'UDPS actuellement occupe la première position d'un plus grand poids politique en RDC après les élections que nous avons organisées dans notre pays, que nous avons eues dans notre pays en RDC. Il faut aussi dire que beaucoup de gens me posent la question de savoir, bon voilà, cette femme est-elle compétente, va-t-elle arriver, n'est-ce pas, à incarner la vision du chef de l'État? Il faut dire que en première position, il faut féliciter les choix du chef de l'État. Il faut féliciter les choix du chef de l'État parce que ces choix répondent à quelques critères politiques, aux indices politiques. Premièrement, il faut dire que Madame Judith Ntuluka, n'est-ce pas, est membre de l'UDPS et que sur les plans historiques, c'est un choix qui entre en histoire, un choix, n'est-ce pas, qui va mettre au premier plan notre pays comme étant un pays champion de la masculinité positive, un pays qui promet, n'est-ce pas, l'accès des femmes à des fonctions de prise de décision. Ça, c'est déjà un élément bon, un élément qu'il faut féliciter. Donc, de façon historique, la RDC, demeurant RDC jusqu'à la fin du temps, on dira ou on se dira que dans ces pays, nous avons connu un Premier ministre femme. Et je citais Madame Judith Ntuluka. Et ça, c'est une grande et bonne chose. Mais aussi, il faut dire que Madame Judith Ntuluka, en termes de fonctions occupées, on va dire que dans notre pays,
les femmes ont quand même occupé de grandes fonctions, notamment, je prends l'exemple de Mme Philomène Omatuku, qui a été, lors de la transition 1+4, a été, n'est-ce pas, présidente ad interim du Parlement. Ce qui revient à dire que dans notre pays, la RDC, n'est-ce pas, nous accordons des places de choix à deux femmes qui sont compétentes et qui peuvent, n'est-ce pas, changer la donne dans notre marche vers la perfection, vers l'état des droits véritable, vers véritablement un état démocratique. On le dira pas assez. Il y a aussi Mme Janine Mabound qui a été, vous le savez certainement, présidente de l'Assemblée nationale. Elle a dirigé cette institution pendant une période. Ce qui revient à affirmer ici que, ben voilà, dans notre pays, nous avons quand même beaucoup d'exemples, notamment les Geneviève Inagossi, des femmes qui sont députées et sénatrices, il y en a légion. Mais il faut dire que d'un côté, ces choix du chef de l'État répondent, mesdames et messieurs, à ce que nous appelons l'historicité de l'histoire. C'est que l'on retiendra dans notre histoire, notre pays, que nous avons connu une femme qui soit Premier ministre depuis 1960, date de notre indépendance. Mais il faut aussi dire que la participation de la femme aux instances décisionnelles dans notre pays a commencé depuis lors de la table ronde. Nous avons vu de femmes, des pros, des figures des pros qui ont participé, n'est-ce pas, au grand rendez-vous qui permettent à notre pays de se décider. Je le disais tout à l'heure que dans notre pays, nous avons vu la participation active de la femme lors de la conférence nationale souveraine en 1992. Mais aussi, nous avons vu la participation de la femme, n'est-ce pas, à l'accord de Sun City. Après toutes les rébellions que nous avons contre notre pays, on a vu la femme être au premier plan. On a vu F. Bazaïba représenter son parti politique ou le parti Jean-Pierre Mbemba lors de la rencontre de Sun City. Donc, mesdames et messieurs, dans notre pays, nous avons au moins beaucoup d'exemples, des exemples qui sont légion, qui démontrent que la femme a toujours occupé, n'est-ce pas, une fonction, des postes, des prises, des décisions. Et cette nomination de Mme Judith Ntuluka vient placer notre pays au sommet des pays qui, n'est-ce pas, qui mettent le femme ou la femme au premier plan. Parlons peu, parlons bien. Il faut aussi dire que par rapport aux défis qui attendent Mme Judith Ntuluka, la tâche ne va pas être aisée. Bémol tout de même. L'on sait que l'épine dorsale de ces régime Tshisekedi, c'est la question de l'insécurité dans la partie est de la RDC. Laquelle question crée des frustrations. Et même j'ai vu un message de félicitations de femmes de l'Ituri, de femmes du Nord Kivu et du Sud Kivu, demandant à Mme Judith Ntuluka, n'est-ce pas, de prendre à bras le corps la problématique de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC. Il faut dire que dans ces massacres qui se commettent à l'Est, dans ces conflits qui se commettent à l'Est, la première victime demeure la femme et l'enfant. Et je crois que Mme Judith va prendre la question avec toute l'énergie, va se mettre à des pieds joints dans cette question afin de trouver des solutions les plus tôt possibles. Ça, c'est une chose. Il y a aussi la question du social de la population congolaise. Une population qui vit en deçà de 3 $. Ça va vous étonner. Et lorsque l'on revient à Kinshasa, où les francs congolais s'est décidé de loger dans la veste du dollar, et tout devient compliqué. Nous sommes dans une ville où la pauvreté bat son pesant d'or. Et je disais même en introduction de cette émission, je souhaite la bienvenue à Mme Judith Ntuluka, dans un pays où l'eau est devenue comme une femme de nuit. L'eau ne vient qu'à 4 h du matin et on doit se réveiller pour avoir l'eau. Où le courant est devenu, n'est-ce pas, une denrée rare. Donc, il y a beaucoup de questions, notamment les 2 questions prioritaires. La question sécuritaire d'un côté, mais aussi la question du social de la population. Laquelle population veut, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, avoir des infrastructures qui permettent, lorsque nous sommes à l'intérieur, de cultiver, de s'aimer, mais aussi d'avoir une route asphaltée pour acheminer les denrées qui doivent être commercialisées vers les centres d'intérêt. Mais aussi, cette question de la création, j'y arrive, d'emploi pour les jeunes.
Nous sommes dans un pays où les universités produisent à longueur des journées et des années des cadres universitaires qui ne sont pas créateurs d'emplois mais demandeurs d'emploi. Et ça, c'est parmi des questions qui attendent Madame Judith Ntoulouka. Mais aussi, il faudra le dire, cette question de la sécurité à l'Est, c'est une question qui est devenue multidimensionnelle. Une question qui implique d'un côté, non seulement les fils et filles du pays. Ça me rappelle encore cette anecdote de Mbosoko Diakwanga qui dit « quitter les groupes armés ». N'est-ce pas? Cette question qui implique le fils et filles qui tirent des dividendes dans ces conflits interminables qui datent de plus de 3 décennies. Parlons peu, parlons bien. Mais aussi, ce conflit qui est interne est devenu internationalisé parce qu'il y a des firmes internationales qui tirent des dividendes. J'ai toujours dit la guerre de l'Est, c'est une guerre par procuration. Le Rwanda qui a été colonisé par l'Allemagne qui donne, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les droits de préemption à la Belgique, laquelle Belgique nous a colonisé aussi. Ce qui fait en sorte que il y a une sorte de similitude entre ces pays qu'on a qualifiés, le pays des Grands Lacs, parce que nous avons connu des conflits au niveau des Grands Lacs, parce que nous partageons le lac Tanganyika en commun. Et du coup, ce conflit qui est devenu conflit interne, est devenu par la suite internationalisé, c'est un conflit qui demande, n'est-ce pas, l'implication, n'est-ce pas, de tous et de toutes les parties prenantes. Nul besoin ici de rappeler que la guerre de l'Est, n'est-ce pas, a déjà suscité plus de 22 accords qui ont été signés. Jusqu'à présent, on n'a pas de résultats escomptés. Parce qu'il y a l'implication, comme je dis tantôt d'une façon ou d'une autre, de fils et filles, mais aussi de firmes internationales. Et donc, il faudra une intelligence diplomatique, n'est-ce pas, pour arriver à trouver la solution par rapport à ces questions, mais aussi la minorité Tutsi dans cette région. Je le dis souvent que bien avant 1885, il n'y avait pas ces conflits. C'est lorsqu'il y a eu les tracés de frontières, lorsqu'il y a eu la conférence de Berlin, qui a consisté, n'est-ce pas, à partager les concessions africaines, que tout ceci s'est déroulé. Alors, revenons à la question principale, Madame Judith Ntoulouka, ça va se passer comment? Il faut dire que son parcours est tellement élogié, un parcours long comme les bras. J'ai envie de dire, elle est, comme on dit en politique, elle est l'homme de la situation, même si c'est une femme. Elle a travaillé dans le monde humanitaire, dans les grandes organisations internationales. Mais ce qui m'intéresse, c'est son passage, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, au ministère de Plomb. Lequel ministère, mesdames, je voudrais attirer votre attention, n'est pas un ministère le moindre. Parce que c'est ce ministère, en fait, le ministère de Plomb, qui a pour rôle de traduire en programme et projet la politique du gouvernement. Ce qui revient à dire que le ministère du Plomb joue un rôle beaucoup plus élargi que les rôles que jouerait le conseil de veille stratégique, qui est un service spécialisé rattaché au niveau de la présidence. C'est que c'est un ministère, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, qui définit la cartographie pour le développement socio-économique du pays. Ah, c'est de un. De deux, c'est un ministère qui traduit, n'est-ce pas, la politique du gouvernement en termes de projets, en termes de programmes. C'est comme ça que nous avons vu avec vous le projet Inga 3. Nous avons vu avec vous, mesdames et messieurs, le projet de la construction du port en eau profonde des bananes. C'est comme ça que nous avons vu avec vous, mesdames et messieurs, le projet de développement de 145 territoires, appelé 145 territoires. Nous avons vu avec vous, mesdames et messieurs, le projet du recensement et la mise en place du service ONEM, même ONUP. Donc, c'est ça qui veut dire que c'est un programme, c'est un ministère qui connaît, n'est-ce pas, le cœur du cœur de la politique du gouvernement. Et cette dame défile en aiguille, je l'ai dit, elle quitte le ministère des Plans et puis elle est rattachée, n'est-ce pas, auprès du conseil de veille stratégique. Lequel conseil a pour rôle, n'est-ce pas, de faire le suivi et l'évaluation des engagements en privé tout comme en public de la politique du chef de l'État. Et il faut dire que cette dame, elle a les compétences qu'il faut, les attributions qu'il faut, et puis on va accorder le temps au temps.
Alors, si nous parlons le même langage avec la cabine technique, de messages de félicitations viennent de partout pour, n'est-ce pas, encourager madame à faire son travail. Il y a notamment ces messages de félicitations qui viennent du bureau de management for Republican, la direction générale de ces entreprises, n'est-ce pas, qui a adressé un message de félicitations à madame le Premier ministre Judith Ntuluka. Mais ce qui me paraît être intéressant dans ces messages, n'est-ce pas, c'est cet axe de proposition au travers le groupe BMFR Sarl adresse un message de félicitations à madame Judith Ntuluka, mais aussi cette structure rappelle son soutien indéfectible à madame et au projet qu'elle a ou qu'elle aura pour cette fonction. Cette structure revient sur un aspect important pour rappeler à madame qu'elle va être là et toujours là, de façon indéfectible, pour accompagner madame, n'est-ce pas, madame le Premier ministre, dans ses programmes institutionnels d'appui à la relance de l'économie rurale à travers les 13 provinces de la RDC. Lequel projet a été, mesdames et messieurs, adressé à madame Judith Ntuluka avant qu'elle ne soit Premier ministre. À l'époque, elle était ministre des Plans. Vous savez, mesdames et messieurs, que nous avons un sérieux problème. La relance et la résilience de l'économie rurale dans notre pays et dans les provinces, les 13 provinces concernées. Ici, mesdames et messieurs, il est important non seulement d'adresser des messages en pompe, de félicitations, de soutien, mais aussi être ses bras, être cette main à laquelle ou auquel madame peut saisir, n'est-ce pas, pour changer l'image de notre pays. Il faut dire que madame Judith Ntuluka a un passé très riche en comptabilité et en économie. Donc, son expertise, son génie en tant que cette femme qui maîtrise, n'est-ce pas, l'économie, peut concourir, n'est-ce pas, à relever l'économie rurale au travers de ces gigantesques projets du bureau de management républicain qui, n'est-ce pas, rappelle son soutien indéfectible à madame Judith Ntuluka. C'est ici, mesdames et messieurs, l'occasion de rappeler que c'est la direction du groupe BMFR Sarl, c'est la direction à féliciter parce que c'est au travers M. Moufoundou Feza, monsieur Moufoundou Feza, qui rappelle au Premier ministre qu'il peut ou qu'elle peut compter, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, sur les soutiens de cette structure afin de rassurer la relève de ces gigantesques programmes, les programmes institutionnels de l'appui à la relance de l'économie rurale à travers les 13 provinces concernées par ces projets en République démocratique du Congo. Ça a été le premier sujet de notre émission d'aujourd'hui. On va revenir, mesdames et messieurs, sur les débats du jour. On va revenir sur l'élection du gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et ça fait débat. Vous allez suivre avec moi, mesdames et messieurs, la réaction de ma consoeur Odia sur, n'est-ce pas, les dossiers de Deo Kasongo et son colistier Guy Richard Malongo qui ont été écartés par la CENI prétendument qu'ils ont déposé leur candidature en retard. On va devoir suivre cet élément et puis après, on revient. Manassé Singhi. Allez-y, allez-y. D'abord parler d'un jeton autour 5 jours, jeton valable pendant 5 jours, c'est faux et archi faux. Ah bon? On va commencer point par point. Quels et sont c'est les vraiment pas Élysée, je crois qu'on était avec Quels sont les critères de... On était avec Gaël la dernière fois d'éligibilité. C'est moi qui ai parlé de la candidature de Deo Kasongo que j'appuyais autant que d'autres candidatures. Mais là, même si c'est pas journalistique, là, il s'agit de rétablir. Là, j'étais dans le journalisme côté commentaire. Je pouvais me permettre ça quand même en tant que journaliste. J'ai le droit de mettre un avis par rapport à une situation. Mais là, je rentre journaliste, je donne des faits. Quand on parle de 8 mars, le 8 mars, c'est la fin. Ah, c'est la fin, c'est le début. C'est la fin du dépôt, le 8 mars. Ah, c'est la fin. C'est la fin. Il a déposé le 9. Là, je parle parce que j'ai eu quand même... Mais s'il a déposé le 9, c'est qu'il a en retard. Heureusement que Bélédo a parlé, nous sommes journalistes d'investigation et moi, j'ai amené des investigations. J'ai tous les documents avec moi, donc je peux, je ne montrerai pas, je montrerai à qui. Le 8 mars, c'est la fin du dépôt, la clôture de la période de dépôt de candidature et c'est le 8 mars que M. Deo Kasongo
dépose sa candidature. Donc, il est à la limite. Et quand il vient pour déposer sa candidature, il arrive avec un dossier incomplet. Ah, il était incomplet son dossier? Le dossier, il était incomplet, notamment il y avait l'attestation des services rendus qui était non certifiée et absence de la note de perception de la DGRAD, ainsi que la preuve de paiement de frais de dépôt. Ça, c'est le 8. Il bénéficie néanmoins d'une indulgence de la part de la CENI. Le jeton n'est valable que pour une journée. Là, on est à la fin. La CENI dit, écoutez, venez, vous prenez le jeton. Il a pris le jeton le numéro 18. Ah, vous avez même le numéro? Jeton numéro 18. Ok. Non, je vous ai dit que j'ai travaillé. Le jeton est le numéro 18. Il a pris, on lui demande de revenir le 9. Oui. C'était la limite. C'est-à-dire au-delà de la date limite. Au-delà de la date limite. Mais M. Deo Kassongo revient le 10. Ah, pour déposer. Même. On est dans ça. pour le reste, il ne suffit pas seulement de dire ouais, on a mal agi, mais il faut quand même qu'on suive. Mais s'il a déposé les 10, ça veut dire qu'il est au-delà. Il y a eu, et encore que je vous épargne aussi certains. Alors, mesdames et messieurs, là, vous avez suivi Club 50, cette grande émission qui est animée avec expertise, génie et intelligence par mon confrère et mon aîné Jean-Marie Kassamba, qui est pour nous un modèle. Mais parlons vrai, parlons peu et parlons bien. J'ai suivi avec beaucoup d'amertume la réaction de ma consoeur Odia, qui se permet, n'est-ce pas, d'entrer sur un terrain très glissant. Lequel terrain? Elle ne maîtrise pas ni les tenants ni les aboutissants. Vous savez, en droit, on dit « actor incumbit probatio res in expiendo fit actor ». Cela voudrait dire en français que la charge de la preuve incombe à celui qui allègue les faits. Et ici, mesdames et messieurs, lorsqu'on ne fait pas des enquêtes objectives, je me dis que c'est là que le bateau est en train de courir un risque, un danger imminent. Nous avons mené des investigations au niveau de la CENI et nous avons relevé des éléments très importants. Lorsque ma consoeur Odia se cache derrière l'argument selon lequel le fait sont sacrés et pourtant il raconte des choses, cela m'étonne. Le 8 mars, moi j'étais à la CENI, le 8 mars, au secrétaire de la CENI, le 8 mars, Deo Kassongo et son colistier Guy Richard Malongo retirent les jetons. Et puis, lorsqu'on parle que le délai n'était pas prévu ou nous étions en dehors du délai, moi ça m'étonne parce qu'il y a un communiqué de la CENI qui prévoit ceci. Le communiqué est ici. Le communiqué raconte quoi? Le communiqué dit quoi? Le communiqué dit ceci. Que lorsque vous retirez votre jeton, la CENI vous accorde 5 jours après le retrait du jeton. Les 5 jours vont consister à quoi? À ceci. 1. Le retrait de votre candidature. 2. L'ajout de votre candidature. L'ajout, vous complétez votre dossier. 3. On parle de la substitution. Parce qu'un candidat peut se décider de retirer son dossier. Ça, c'est un. De 2, il peut compléter son dossier. De 3, il peut changer de colistier. Et ici, l'optique qui justifie cette démarche de ces candidats, je viens de comprendre qu'un candidat qui fait peur à certains, c'est que il a été légaliste du début jusqu'à la fin. Alors, si nous devons opposer l'argumentaire prise à la sauvagette de ma consoeur Odia, qui vient faire ce communiqué de la CENI, où est l'aspect probant du communiqué de la CENI, qui du reste, c'est un acte légal qui peut être, n'est-ce pas, démontré en justice. On dit que mentez, il vous en restera quelque chose. Qui mieux abrève, mieux preuve. Ben voilà, ici, l'argumentaire pêche parce que il n'y a pas l'objectivité et la rigueur dans ce que ma consoeur Odia se permet sur un terrain très glissant de raconter des choses. Les droits électoraux, il existe pour ça. Il faut les lire. Il vous permettra de mieux comprendre que lorsque la CENI publie, n'est-ce pas, l'échéance pour une compétition électorale et que lorsque, au travers un communiqué qui est lequel acte est un acte probant, un acte légal qui peut être, n'est-ce pas, qui peut appeler la responsabilité de la CENI lorsque nous partons en justice, lequel acte, même mesdames et messieurs, a constitué l'élément principal dans la requête de M. Deo Kassongo. Écoutez, maîtriser la question fait partie des éléments, n'est-ce pas, de réussite
dans l'argumentaire, n'est-ce pas, que nous donnons. Alors on va passer, si nous passons à un autre sujet, mesdames et messieurs, on ne va pas s'éterniser sur ces sujets qui fait couler beaucoup d'encre. Parlons peu, parlons bien. Alors, il faut aussi parler, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, de l'élection des gouverneurs dans la province du Kasaï central. Vous savez, il y a eu un débat houleux après la prestation du coordonnateur du BSECO, ou coordonnateur, si vous voulez bien, n'est-ce pas, de celui qui gère ces projets de 145 territoires dans la région du Grand Kasaï. Et ici, mesdames et messieurs, ce débat est sur le fait que, est-ce que, durant les régimes de Tshisekedi, la province du Kasaï central a-t-elle connu aussi un développement aussi attrayant comme les autres provinces? La réponse pour certains est non. Mais la réponse pour d'autres est oui. Parce que parce que, mesdames et messieurs, il y a des avancées significatives qu'il faut mettre à l'actif du gouverneur John Kabeya-Chikai. Et ici, mesdames et messieurs, nul besoin de cacher les mystères. John Kabeya-Chikai et son colistier ont été présentés par le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, n'est-ce pas, aux élus de l'UDPS et notables de la ville de Kananga, province du Kasaï central. Donc, nous sommes partis d'un concept ou d'un principe selon lequel, des narratifs selon lesquels devrions-nous partir à zéro ou pérenniser les acquis réalisés durant le régime de John Kabeya-Chikai. Et ici, la réponse est claire, mesdames et messieurs. Nous devons pérenniser les acquis durant le régime de John Kabeya-Chikai, lesquels, messieurs, faudra le dire, incarnent la vision du chef de l'État, mais aussi la confiance du chef de l'État. Cette province est bitée à beaucoup de difficultés. J'ai reçu M. John Kabeya-Chikai sur ce plateau et il me disait, Henri, j'ai fait la promesse d'achever les travaux de la construction de la route Kananga-Kalabambouji. Laquelle route demeure un véritable corridor, un véritable espoir pour cette ville de Kananga et cette province. La route qui va désenclaver Kananga, Kasaï central, c'est cette route. Et l'homme tient à cette parole. Et c'est ici le lieu, n'est-ce pas, mesdames et messieurs, d'interpeller les députés provinciaux à faire un choix judicieux. Parce que si nous faisons un choix complaisant, c'est que ces 5 ans de misère, 5 ans de souffrance, 5 ans de galère que nous mettons sur la tête de la population. Parlons peu, parlons bien, mesdames et messieurs. Il est ici l'occasion d'interpeller les acteurs politiques, n'est-ce pas, à faire le choix judicieux pour la ville de Kananga et la province du Kasaï central. Aimez vos frères, aimez vos sœurs, mais aussi travaillez pour le développement de votre entité. N'attendez pas que le miracle tombe du ciel. Non, capitalisez ce qui est fait et puis avancez. Et puis vous allez voir, mesdames, juste après moi, n'est-ce pas, cet élément de reportage que nous propose Manasseh Ntsingi. Suivez. Sa présence dans cette salle de réunion à son bureau privé précède justement la réponse au quid du ticket de l'UDPS et Mosaïque aux prochaines élections de gouverneurs dans le Kasaï central. Certes, la question a fait l'objet des échanges nourris entre élus de l'ancien Kasaï occidental, en présence bien entendu du patron de l'administration de l'UDPS, le député Augustin Kabouya. C'est à l'unanimité que le ticket John Kabeya-Chikai Guy Sabangu a été adopté par l'assistance. D'après le vice-président fédéral de l'UDPS Kananga, le député Katanga Ngeni Amandous, ce choix a été opéré par tous dans l'objectif de faciliter la matérialisation de la vision du chef de l'État dans le Kasaï central. C'est sous un applaudissement de tout le monde. Je crois que les téléspectateurs ont vu comment est-ce que tous les députés ont été très contents de pouvoir accompagner John Kabeya-Chikai en tant que l'unique candidat de cette grande famille UDPS. Nous nous sommes retrouvés autour de notre père, qui est le secrétaire général Augustin Kabouya, le gestionnaire au quotidien du parti. Tous les députés de la province du Kasaï central, élus sur la liste de l'UDPS et des Mosaïques, c'est-à-dire cette grande famille de l'UDPS, se retrouvaient autour de son chef pour jubiler de la
la victoire et aussi planifier comment gérer la province de manière à rendre honneur au chef de l'État. Et pour cela, tous les sujets ont été abordés et on nous a présenté le candidat de l'UDPS qui est John Kabeya Chikai et son adjoint qui est Guy Saban. Tous deux de la famille UDPS et Mosaïque. On s'est retrouvés, on s'est réunis, on a pris la ferme décision de pouvoir faire élire le gouverneur John Kabeya Chikai afin de matérialiser la vision du chef de l'État. Et le CG nous a aussi demandé de pouvoir accompagner les tickets gagnants John Kabeya Chikai et son adjoint dans tous les projets à impact visible afin de redonner sourire aux lèvres du peuple centre-kassaïen. Mais tout n'est pas encore fini, car les élus au sein de la famille politique UDPS dans le Kasaï central ont un devoir de désigner dans les prochains jours celui qui devra présider aux destinées de l'organe délibérant de cette province. Nous avons encore ce problème-là de la gestion des ambitions. Nous allons nous retrouver plus tard. Ici, c'était d'abord le problème au niveau du sommet de la province. Maintenant, il nous reste ce deuxième devoir. Comment gérer les ambitions des uns et des autres? Ça, c'est une préoccupation. Avant que nous puissions retourner à Kananga, nous aurons réglé cette affaire. En attendant, John Kabeya, affectueusement appelé Wanzambi, et son colistier qui est l'élu de Luisa, peuvent compter sur la bénédiction du chef du parti au pouvoir, Augustin Kabouya, pour une victoire certaine lors de la gouverneurale prévue pour le 28 avril prochain. Merci beaucoup Manasseh Singhi pour ce travail extraordinaire qui est réalisé de l'autre côté de la Belle Vitraie. Mesdames et messieurs, ici j'interpelle, je ne sais de les dire, j'interpelle les députés provinciaux du Kasaï central à faire le meilleur choix. Parce que si vous votez mal, vous votez 5 ans de galères et de misères, des souffrances pour la population. Et c'est la fin de votre émission, mesdames et messieurs. Je vous fixe rendez-vous très prochainement. Merci Henri Guindou. Merci à mesdames et messieurs, merci aux internautes qui partagent régulièrement nos émissions. Merci. Nous avons réalisé beaucoup de progrès. Nous dépassons plus de 10 cas. Et ça, c'est grâce à vous les internautes, c'est grâce à vous qui partagez régulièrement nos émissions. Merci et que Dieu vous bénisse. J'ai l'impression comme si mon co-débatteur, il s'est contredit. Mon co-débatteur a avancé ici que l'union sacrée serait pour trouver des solutions à des problèmes posés par la population. Mon co-débatteur revient encore en disant ici que l'union sacrée n'est pas pour rassurer la mandature, le second mandat soit du chef de l'État. On nous a imposé, nous devons pouvoir l'accepter, la démocratie, sans que nous-mêmes nous puissions y réfléchir, penser comment est-ce que nous allons mettre cette démocratie-là en pratique. Allez-y comprendre, ce pays est par terre, pourquoi mon Dieu? Mais c'est inimaginable que dans un pays comme celui-ci, un pays souverain, un pays démocratique, que l'on puisse effectivement faire face à des situations pareilles. Avez-vous besoin d'un débat politique à la fois pédagogique et constructif sur la gestion du gouvernement, la politique, l'économie, l'éducation, la santé et l'enseignement pour un décryptage des faits, un décryptage sans parti pris? Je vous fixe un rendez-vous au plus près des dirigeants, au plus près de la population sur C24+.